Parlons aujourd'hui d'un sujet très important, les mercenaires en Afrique et leur rôle qu'ils ont eu lors des conflits entre les pays. Bienvenue sur Goûter Panafricain, la chaîne dédiée à la communauté africaine avec sa diaspora sur le panafricanisme. Aujourd'hui, autour de la table, Thibaut Obou et Hachem Sout vont débattre sur les activités des mercenaires. Alors, si tu ne connais pas les mercenaires, c'est une troupe secrète engagée par les pays pour faire des sales affaires. Donc, ce soir, sur ce débat, nous allons parler de leurs activités, de leur rôle qu'ils ont eu dans les conflits en Afrique, et notamment pour déstabiliser et être l'origine de beaucoup de coups d'État. Nous allons débattre sur ce sujet sur Goûter Panafricain. Je laisse tout de suite regarder la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter Panafricain pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de choses très sérieuses, même dangereuses. On va parler des mercenaires en Afrique. Autour de la table, on a nos panélistes du jour. Hachem Sout, comment tu vas, Hachem Sout? Oui, encore une fois, merci Thomas de m'inviter et de me permettre de débattre sur un thème qui est d'actualité, mais qui n'est pas uniquement d'actualité, puisqu'on verra comment est-ce que sur le continent, il y a donc un certain nombre de groupes qui prospèrent sous différentes formes. On essaiera un petit peu de voir lesquels et puis quelle est la différence. Encore une fois, merci. Et puis merci aussi au président africain du monde, Thibaut Obou. Merci Thomas. Merci beaucoup. Comme tu viens d'introduire, donc on a avec nous le célèbre président d'Africain du monde. Oui, très bien, merci beaucoup. Et toi? Ben, ça va en forme, merci à toi. Est-ce que tu es prêt pour nous parler des mercenaires? Oui, avec plaisir, on va dire. Avec plaisir, ouais, voilà, c'est un grand mot parce que c'est tellement particulier. Donc alors, pour introduire du sujet, les mercenaires, en fait, à la base, déjà, qu'est-ce que c'est les mercenaires? Donc, pour résumer la situation, on va prendre deux pays qui sont en conflit. Un des pays va faire appel à une troupe, qu'on va dire secrète, qui sont des mercenaires qui travaillent à leur compte. Et ces troupes-là, en fait, sont recrutées pour le combat. Ces personnes-là sont indépendantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent travailler pour un camp et après, le lendemain, elles peuvent travailler pour l'autre. C'est simple leur spécificité. C'est généralement des combattants qui sont aguerris à la guerre. Ils ont un avantage, c'est surtout personnel. C'est vraiment pour eux qu'ils font ça. Ils ont forcément une rémunération qui est nettement supérieure aux armées, aux militaires du pays. Il faut savoir qu'en fait, que les mercenaires, souvent en relation avec des acteurs politiques qui disposent de moyens financiers importants. Et donc, on va revenir pour l'Afrique, sur le continent africain, parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc, beaucoup de mercenaires ont été utilisés, notamment sous le règne de Mobutu, concernant ce qui s'est passé, là, le conflit au Congo. Et beaucoup, toujours dans les années 60, donc des mercenaires français, mais pas que. Il faut savoir que c'est pas que à chaque fois les Français, il y a aussi des Belges, il y a aussi des Sud-Africains, ont été beaucoup impliqués dans les conflits en Afrique. Notamment, il y en a un qui était très célèbre, c'est Bob Denard. Il y en a aussi un autre qui s'appelait Christian Tavernier, qui a été recruté par Mobutu et qui a fait appel à d'autres mercenaires parce que lui aussi créait des troupes. Donc, il faisait appel à des mercenaires serbes, sud-africains. Il a même voulu faire appel à des mercenaires cambodgiens pour soutenir l'armée zaïroise lors des premières guerres au Congo. Et donc, dans ces années troubles, les années 1960, les mercenaires étaient beaucoup utilisés contre le communisme parce qu'il y avait la guerre froide, il y avait le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. C'était aussi le cas de Bob Denard qui était un fervent anti-communiste. Et les mercenaires ont été beaucoup impliqués dans les conflits au Katanga, qui était une république démocratique au Congo. Il faut savoir aussi que les mercenaires ont été beaucoup impliqués dans les coups d'État en Afrique. Et aujourd'hui, donc en 2023, on parle encore des mercenaires, notamment sur le conflit russo-ukrainien avec le groupe Wagner. Passons directement au sujet. Je vais vous poser la première question et me dire quel est pour vous le rôle qu'a tenu ces mercenaires en Afrique. Je vais laisser Hachem Sout commencer avec cette question et ensuite, ça sera à Thibaut Obou de répondre. Il y a une chose que l'on doit avoir en tête et arrêter d'être naïf. C'est-à-dire que la guerre est un commerce comme les autres. Exactement. C'est un commerce comme les autres et ça peut rapporter gros pour certains groupes. Donc, à un moment donné, comme tout se privatise, puisqu'il y a un certain nombre de services régaliens
qui reste effectivement le corps, on va dire le noyau dur d'une activité étatique. On va citer par exemple la police, la justice. Par contre, l'armée, comme tu l'as cité tout à l'heure, a une histoire qui, au départ, relevait pas forcément des prérogatives de l'État. C'est-à-dire qu'on avait les légionnaires romains qui n'étaient pas. Alors à cette époque, il n'y avait pas de république au sens que vous l'entendez aujourd'hui. Il y a peut-être une démocratie. Il y avait une façon donc de gérer le fait public. Les légionnaires donc romains ne relevaient pas forcément d'un prérogatif étatique, comme je viens de le dire, ça n'existait pas réellement. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui certaines parties donc de l'armée, qui est par définition une activité régalienne, se privatisent? Donc la question qui se pose, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a donc le côté un peu sale qu'on n'a pas envie de voir relever donc de certains États, notamment français, c'est que ça rapporte gros. Donc, ils ont créé un texte qui fait un peu la part belle au service, on va dire, hein, on appelle ça pas tellement des groupes mercenaires, mais des entreprises de sécurité et de défense, qui a vocation à aider et soutenir les États qui le demandent. Donc, il y a une demande de la part donc de certains États et notamment des pays africains de se prémunir d'un risque. C'est-à-dire que le risque, ça, la protection contre certains types de risques, ça se monnaie rubis sur l'ongle. C'est-à-dire que ils font un contrat. Attends. Je vais poser la question maintenant à Thibaut. Et par exemple, les États, ils ont déjà des moyens, mais pourquoi ils font appel encore à cette armée supplémentaire, en fait, secrète, en fait? C'est ça que j'arrive pas à... Mais en fait, c'est pas une armée supplémentaire. C'est qu'ils ne veulent plus se salir la main, comme on dit de façon, voilà, c'est ça, c'est de manière basique. En fait. Ils veulent plus se Ouais. salir la main, ils ne veulent plus qu'on voit que c'est eux directement qui vont piller, qui tuent et qui ramènent. Donc, on prend d'autres personnes qui vont à notre place faire la même chose, sauf que s'ils sont attrapés, bon, on dira que c'est pas nous. Généralement, ces autres personnes sont du même pays ou sont ces gens des pays? Non, ils sont toujours du même pays. Par contre, les recrutements peuvent se faire différemment, c'est-à-dire que on peut, dans le cas légionnaire, par exemple, on peut recruter toutes les nationalités et à l'issue de leur formation, une fois qu'ils sortent de leur formation, ils changent de nom et donc on leur octroie une nationalité, donc la nationalité du pays, en l'occurrence la nationalité de la France, qu'ils auront en partant de l'autre côté. Mais quand ils partent sur le terrain, ils ont une nationalité, mais un nom qui n'est pas réel. Donc, si on arrête ce militaire, il n'est pas connu ici en France, puisqu'il n'existe pas du point de vue de l'identité biologique et familiale. Elle est fictive, en fait. Donc, voilà, c'est pour la communication et c'est pour ne pas se salir la main. Ça, c'est un peu ça. Donc, je disais que pour le passé, comment ça se passait? Pour l'armée en tant que telle. À la base, quand on rentre dans l'armée, en fait, tu donnes ta vie à l'armée. Tu rentres dedans pour défendre un territoire, pour défendre l'État, et tu donnes ta vie. Tu restes pendant longtemps. Et il y a un empereur qui est arrivé qui s'appelle Septime Sévère. C'est un empereur romain, africain, né en Libye. Il arrive, il dit, mais non, l'humain ne peut pas donner sa vie à l'armée. Il faut que quand on rentre dans l'armée, on y rentre pour un temps précis. Par exemple, on y rentre pour 20 ans, 15 ans, mais on ne peut pas toute sa vie être dans l'armée. Il faut aussi qu'on en sorte pour faire d'autres types d'activités. Donc, il crée ce qu'on appelle aujourd'hui les armées de métier, où tu rentres, tu sors et tu es payé. En fait, d'où sort le système de solde. Donc, tu deviens maintenant un militaire mais professionnel qui donne plus sa vie à sa nation, mais qui défend la nation. Et entre-temps, avec les évolutions et la colonisation, il fallait occuper des pays. Notamment, il fallait aller occuper tous les pays où résidaient à la base des Noirs, notamment l'Amérique. Donc, comment l'Amérique se constitue? L'Amérique s'est constituée, en fait, en faisant appel à des renégats européens, anglais en l'occurrence, qu'on ne voulait pas en Angleterre. Donc, le contrat qu'on leur passe, c'est que au lieu qu'on vous exécute en Angleterre, ou qu'on vous enferme, ou qu'on met en bagne,
nous allons aller en Amérique créer un nouveau monde. Donc, pour vous racheter, vous allez aller en Amérique, combattre, et si vous combattez très bien, vous serez intégré dans le pays, vous aurez la nationalité, et si on gagne, vous aurez aussi des territoires. Voilà comment on prend des Anglais et on les amène aux États-Unis, faire des combats, tuer les propriétaires terriens et les remplacer par ces renégats européens. Du point de vue français, c'est la même chose. Quand on part en Nouvelle-Calédonie et dans les îles, qu'est-ce qu'on fait? Tous les renégats ici qu'on ne voulait pas, au lieu de les mettre dans les asiles ou de les mettre à prison à vie, on a fait le même type de contrat. Ben écoutez, vous, si vous voulez vivre, vous allez aller dans nos colonies, aller raser, prendre la propriété, tuer, et en contrepartie, vous serez libre. Voilà un peu comment se constituent les premiers mercenaires européens français. Et après, les choses ont changé. On a créé maintenant des écoles. Par exemple, aux États-Unis, on a SEAL. SEAL, c'est la plus grande école militaire américaine dans laquelle on recrute pratiquement tous les bons éléments militaires du monde entier. Que tu sois américain ou français, ivoirien, peu importe. Si tu es un bon élément, tu peux entrer dans cette école et tu peux en ressortir officier pour pouvoir après aller faire maintenant des coups spécifiques dans certains pays spécifiques pour le compte de l'Amérique. Donc, par exemple, quand vous avez le président haïtien qu'on a découpé à la machette et tout ça, ça, c'est des coups spécifiques bien réglés par des mercenaires formés spécifiquement pour aller faire des coups précis et revenir. C'est aussi pareil pour le cas français. Donc, les mercenaires, en fait, ils servent à exécuter l'ordre que l'État ne veut pas exécuter. Ils font à leur place, ils sont payés, ils signent, et s'ils réussissent, ils rentrent dans leur famille, et après, ils changent d'identité, ils rentrent dans la vie civile, et ils deviennent agents de sécurité. La plupart des grandes entreprises des grandes entreprises américaines, anglaises ou françaises sont souvent dirigées par des gens qui ont fait des grands coups, des anciens mercenaires. Ok, bah, merci déjà pour vos grosses introductions sur le sujet. Ça m'amène à la deuxième question. Les mercenaires, comme vient de dire Thibaut et Achensu, donc c'est comme on a dit, donc une sorte d'armée secrète qui est là pour faire le sale boulot et qui permet au pays d'avoir une belle image. Mais il faut savoir que ces mercenaires sont aussi des petites troupes. Ils ne sont pas forcément des milliers d'hommes. Des fois, c'est quelques centaines d'hommes qui arrivent à faire des grosses actions, même à déstabiliser des pays. Pour moi, quelle est, selon vous, la force des mercenaires, en fait? Comment ils arrivent avec si peu d'hommes, mais juste avec de la détermination, à faire autant d'actions? Oui, alors parler donc de la force donc de ces groupes-là, c'est revenir donc à quelque chose d'essentiel et de central, qu'un groupe qu'on appelle mercenaires, et aujourd'hui on appelle ça des groupes de sécurité, de défense et de sécurité. Leur principale force, on va dire, c'est dans la demande. C'est-à-dire que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a donc à bien prendre en compte que la guerre est un commerce comme un autre. Il le devient. Donc, il s'est transformé. C'est-à-dire que le fait même que les groupes mercenaires, comme l'a cité donc Thibaut, étaient rattachés à un État européen prospère, etc., qui avait tout intérêt à voir que ces parts de marché sur le territoire africain puissent être préservées. Lorsque le chef d'État en question n'allait pas dans son sens, à un moment donné, bon, il y a énormément de livres avec la France-Afrique comme étant un outil, mais pas seulement. Il y a donc les mercenaires. Alors, les mercenaires viennent en sous-main d'une commande établie de manière officielle par un État légalement constitué. Sauf que aujourd'hui, ce que l'on voit sur les territoires et les pays, notamment du continent, c'est que l'intérêt et la force de ces groupes,
c'est qu'ils interviennent à la demande, qui peut être la demande donc d'un État, mais pas seulement. On peut voir par exemple quelqu'un qui est propriétaire d'une mine, d'or, de diamants ou de métaux rares, qui n'a pas envie de voir ou qui va demander à ce que la population puisse être sous-payée, qui ne veut absolument pas rentrer dans des discussions concernant les conditions de travail, va sécuriser à l'aide de ces groupes privés ces intérêts privés pour le compte d'un client en particulier. Donc, la chose, donc, comme je l'ai dit, de ces groupes-là, hein, de ces groupes privés, c'est de vérifier qu'il y a réellement une demande et que cette demande-là est payée comme il se doit. Parce que à l'origine, les mercenaires, au départ, n'intervenaient pas, hein, si on reprend effectivement, comme tu l'as dit, l'origine donc des mercenaires, déjà, on avait en filigrane que l'intérêt pour ces combattants étrangers d'entrer donc dans la guerre aux côtés donc des forces armées réellement constituées pour défendre une nation, un pays, etc., ou un représentant d'une royauté, c'était justement de savoir l'avantage qu'ils en tiraient à s'engager dans ce type de conflit, parce que il faut bien se reconnaître qu'il y a des morts, il y a un coût dans leur engagement. Donc il faut bien armer les personnes qui allaient pour leur compte aux côtés donc de l'armée officielle pour prêter main forte. On retrouve ça aujourd'hui dans ces groupes privés de sécurité et de défense entre guillemets. Sauf que aujourd'hui, comme je l'ai dit, ils ont adhéré, un certain nombre de pays européens ont adhéré à la convention. C'est que l'intérêt est beaucoup plus important. Ils gagnent des millions et des millions à prêter leurs services lorsqu'il y a une réelle demande pour un pays, hein, un chef d'État qui a fait une demande officielle et signé un contrat auprès donc de ces groupes privés, ou bien un particulier, une société qui demande leur intervention. Donc la force, elle est là. C'est de repérer la demande. D'accord. Donc, Allez, je laisse continuer, Thibaut, vas-y. Oui, la force des mercenaires. En réalité, en fait, c'est un peu comme les systèmes de poupées russes. Les mercenaires, en réalité, c'est l'élite de toutes les armées européennes aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'armée, ils ont leur élite, les meilleurs de leurs soldats et les meilleurs de leurs écoles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces meilleurs, on leur donne des équipements, du financement et l'armée nationale. Ils sont accompagnés par l'armée nationale. À la différence, c'est que eux, leur statut, il est spécial. Il est spécial dans la rémunération. Il est spécial par le temps qu'ils vont passer sur le territoire. Ils en ont peut-être pour 1 mois ou 6 mois. Ils font un coup, ils reviennent. Il est spécial aussi dans leur identité. La plupart du temps, ce sont des personnages sans identité réelle. Ils changent leur identité et même leurs familles ne sont pas souvent au courant de l'activité qu'ils exercent. Donc, ils sont dans l'armée, ils font partie intégrante de l'armée, mais ils n'émargent pas comme tous les autres militaires et tous les autres soldats. Pour une simple raison, c'est qu'une fois qu'on les prend, eh bien, ça a leur risque et péril par rapport à la signature qu'ils ont laissée avant de sortir de l'armée. Donc, c'est une élite, en fait. Donc, leur force réside d'abord dans l'État qui les adosse. Parce que quand ils partent avec un passeport, quelque part. Ils vont sur un territoire qui est contrôlé. Donc, ils partent en délégation, en mission de service, au nom d'un État. Donc, ils ne partent pas tout seuls. Donc, ils ont la force de l'État derrière eux. Ils ont des financements, ils ont l'équipement, ils ont les vrais équipements, des avions, des équipements, des fusées, des drones. En fait, ils ont tout l'équipement moderne et la connaissance, l'informatique, c'est vraiment l'élite, le top des tops de ce qu'on peut avoir
à l'heure actuelle dans les grandes écoles de formation. Les grandes écoles de formation, on ne forme plus des militaires pour aller défendre la nation et puis revenir. Non. On forme quelqu'un qui va, après, sortir, faire des coups quand on a besoin de lui, il vient. Quand on n'a plus besoin, il rentre dans une grande société. Ils sont souvent des vice-présidents d'un tel, un tel. Ils n'ont pas réellement de rôle réel. Mais ils sont dans ces sociétés-là. Ils sont là. Quand ça vient, ils repartent. Donc, leur force réside d'abord dans l'État, dans les moyens logistiques qu'on leur attribue, dans le moyen du financement et dans la capacité pour eux de se fondre à la fois dans leur état d'origine et dans l'état en face, puisque c'est des personnes qui ont plusieurs identités. Ils ont souvent plusieurs identités, plusieurs passeports. Ça leur permet de partir et de revenir. Donc, leur force réside d'abord dans leur état d'origine. C'est eux qui font leur force. Non, en tant que tels, eux-mêmes, ils ne sont rien. C'est l'entracte. Merci à toi de suivre notre débat. Pense à nous laisser un like pour nous montrer que tu soutiens notre projet. Et pense à t'abonner à la chaîne et nous aider à atteindre les 2000 abonnés. Je te laisse regarder la suite. C'est un peu des personnes, bah voilà, de toute façon c'est leur métier, hein, c'est d'être secret. Mais ça fait aussi penser un peu à les agents secrets à la James Bond. Et on va rebondir sur la prochaine question parce que forcément pour me documenter sur ce sujet, bah, j'ai regardé un peu des vidéos, un peu à droite à gauche. Et maintenant, je trouve leur rôle est assez romancé. On réalise des films, on réalise des documentaires sur les anciens mercenaires, sur Bob Denard, sur Christian Tavernier, là, comme j'expliquais tout à l'heure. Des gens quand même qui ont fait des actions très très dures, qui ont déstabilisé des pays, qui ont eu des rôles de criminels en Afrique, faut dire les mots. Et maintenant, on les enjolive un peu. Leurs histoires sont un peu romancées, limite ils forcent le respect. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de cette opinion publique et maintenant qu'ils arrivent à parler à ce visage découvert tranquillement de leur histoire? Ils n'ont jamais été inquiétés, ils vivent, la plupart sont morts de mort naturelle, tranquilles. Qu'est-ce que vous en pensez après tout le sang qu'ils ont sur leurs mains? Alors, oui, c'est vrai, hein, il y a quelque chose d'assez... c'est quand même dingue. Voilà, au niveau moral, hein, on a un peu de mal là, d'accord? On a un peu de mal. Bob Denard n'a jamais été jugé. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle effectivement l'État français s'est empressé donc de voter un certain nombre de textes pour se détacher donc avec brio donc des activités donc qui jusqu'à 1980 voilà 99 quelque chose comme ça prospéraient, hein, et elle n'avait pas de remords à les utiliser, à utiliser donc ces méthodes-là pour pouvoir arriver donc à un objectif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les États n'étaient pas en guerre contre l'Afrique. Les Africains n'avaient pas fait une déclaration de guerre. Donc le mercenariat reste quand même, comme je l'ai dit, fondé sur un intérêt totalement privé. Quel est l'intérêt pour un groupe, notamment pour Bob Denard, de s'être engagé donc aux Comores, de déstabiliser effectivement donc un certain nombre d'États donc de ce coin donc du continent. Tu me dis effectivement qu'à un moment donné, il y a donc de manière un peu fictive hein, une reprise de ces personnages avec, ils valorisent un certain nombre de leurs attributs, hein, on leur prête des avantages, des particularités, hein, qui fait que aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde aimerait être un mercenaire. C'est un métier et un personnage que pour un enfant de 4 ans, il aimerait effectivement incarner, devenir. Exactement, ça reflète un peu l'aventure un peu. Ben, on a l'impression qu'un mercenaire possède des qualités, quoi. Ouais, exactement. C'est le James Bond, voilà. Mais il y a peut-être un précédent au niveau donc fictif et au niveau donc télévisuel et cinématographique, de reprendre les Pirates du Caraïbe, le Grand Corsaire, etc. Rappelez-vous, voilà, ces êtres-là qu'on appelle corsaires ou pirates. Alors il y a une différence, hein. Les corsaires étaient déjà des êtres qu'on pourrait qualifier de mercenaires. Ils allaient donc pour défendre un certain nombre d'intérêts, hein. Ils avaient une lettre d'engagement, hein, qui leur permettait de défendre l'intérêt donc
d'un État, d'un royaume européen. Et ils partaient donc avec une armada vers des destinations des Antilles, etc., pour pouvoir, ou avec des esclaves dans les cales. Ils détournaient effectivement les cargaisons qu'on appelle de la marchandise humaine. Donc il y avait vraiment à cette époque-là déjà l'appel, l'idée donc de faire appel donc à des êtres, des entreprises privées qu'on appelait des corsaires, qui avaient une armada, des bateaux pour pouvoir, après avoir signé donc une lettre d'engagement qu'on appelle une lettre de marque, ils s'engageaient donc à leur risque et péril pour pouvoir défendre l'intérêt donc d'un royaume et d'un pays. Donc, ouais, je laisse Thibaut. Oui, donc le choix de faire des films et de romancer l'action des mercenaires, ça a été aussi le choix qui a été fait par les Européens en général quand ils vont occuper, coloniser et tuer. Prenez le cas par exemple des westerns. Pendant longtemps, dans les années 70, même 80, le western était regardé comme un film normal. Quelque chose de normal, alors que on allait tuer toute une population, toute une zone de population, et après on mettait ça devant les écrans et ça devenait normal. Les acteurs western étaient très connus et donc on les fait passer pour des personnes qui ont bien agi. C'est-à-dire que l'option de tuer et de faire du mal a été institutionnalisée. Donc les gens, on essaie de les socialiser et de faire en sorte qu'ils soient vus du bon côté par la population. En fait, c'est de ça qu'il s'agit réellement. Parce que ici, pour être vraiment basique, il s'agit bien des gens qui se sont préparés pour aller tuer d'autres personnes dans d'autres pays, et ils arrivent ici et ils romancent, c'est-à-dire qu'ils racontent comment ils sont partis en mission à une population. C'est tellement bien fait, bien scénarisé que ils créent on va dire, derrière eux, des envieux, des personnes qui aimeraient faire comme eux, et ils sont même montrés à la télévision. Leurs livres sont hyper bien vendus, ça devient des polars, alors que en réalité, il s'agit des personnes qui ont été, par exemple, en Afrique, commettre des crimes abominables. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux côtés. L'action qu'ils ont commise, est-ce que cette action s'est passée en Europe, aux États-Unis, ou est-ce que cette action s'est passée en Afrique? Si cette action s'est passée en Europe et aux États-Unis, le roman n'aura pas tellement de succès et ça va pas faire grand-chose parce que ils ont comme référence pour eux-mêmes d'essayer de s'auto-protéger et de faire en sorte que, disons que leur être, entre guillemets, peut être important. Maintenant, quand il s'agit des actions qui ont été faites en Afrique, ben à la limite, on suppose que ces Africains n'existent pas, ils n'ont pas d'existence. Par conséquent, ça peut être très, très bien romancé. C'est-à-dire qu'on peut tuer toute la population africaine, la personne viendra ici en héros. Je vais prendre un exemple, le général de Gaulle. Il a bien mis la population camerounaise au napalm. 15 régions camerounaises a été mis au napalm. Après, au Vietnam, ça a été la même chose. Ils sont devenus les héros. Pareil en Allemagne, quand les Allemands ont canardé la population héros en empoisonnant toute une zone complète, mais une fois qu'ils rentrent en Allemagne, ce sont les héros allemands. Donc, disons que ceux qui vont commettre des abominations en Afrique, quand ils remontent en Europe, c'est des héros. Ils ont des noms de rues. Par exemple, vous avez des rues en France qui s'appellent Gambetta, Gallieni, Cuvier. Gallieni, par exemple, il a canardé pratiquement tous les Malgaches. Mais il a des noms de rues, des avenues, des écoles. Donc, tous ceux qui vont commettre vraiment les abominations inimaginables, mais ils ont tous, on leur déroule le tapis rouge. Le tapis rouge. Vous prenez pratiquement tous les présidents français jusqu'au dernier, c'est-à-dire jusqu'au Macron,
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous pratiquement de sang sur la main des Africains. Mais on n'en parle pas ici. On n'en parle pas. Dernière question qu'on puisse terminer. C'est un rapport avec aujourd'hui, en fait, les mercenaires, on en parle beaucoup, hein, parce que c'est le sujet d'actualité, avec notamment le groupe Wagner qui est impliqué là dans le conflit russo-ukrainien. Mais moi, je veux revenir à l'Afrique. Comment l'Afrique, aujourd'hui, peut-elle se prémunir de l'invasion des mercenaires sur son territoire? Ou doit-elle, en fait, tout simplement créer sa propre troupe? Je peux faire rapidement et puis laisser la parole à Yessou. Je pense que de façon logique, les pays africains ne devraient pas faire appel à qui que ce soit parce que ils ont tellement été massacrés, tellement été tués par leurs partenaires, tout ce on peut donner tous les titres qu'on veut, que logiquement, ils devraient s'entraîner eux-mêmes, s'équiper eux-mêmes, s'organiser eux-mêmes pour pouvoir se défendre pour toujours et à jamais. Parce que c'est le seul continent, c'est les seules populations dans le monde entier qui sont des errants de façon, on va dire, officielle. Et ça ne dit rien à personne. Et c'est les seuls qui n'ont pas de bombe atomique. C'est les seuls qui n'en ont pas. Alors que ce sont eux qui ont été pratiquement anéantis sur les 5 continents et on continue encore à les anéantir, que ce soit avec des vaccins, que ce soit avec des fusils, des canons, que ce soit avec des tremblements de terre, des trucs modernes, même la Wi-Fi, enfin tout ce qui est moderne, on utilise tout pour pouvoir les mettre à jour et les mettre à leur place. Donc, s'ils veulent vraiment s'en sortir, ils ne doivent puiser que dans leur profond intérieur pour pouvoir se sécuriser et avancer. Mais juste une petite parenthèse, c'est-à-dire que tu as parlé de Wagner, il se trouve qu'aujourd'hui, le groupe Wagner avec la Russie en appui ont quand même aidé les Maliens à retrouver leur liberté, les Centrafricains aussi à retrouver leur liberté, les Burkinabés à retrouver leur liberté. Aujourd'hui, ils essaient, on les aide à retrouver leur liberté, mais ce n'est qu'un accompagnement. Après, il va falloir que tous ces pays fassent eux-mêmes leur propre sécurité pour pouvoir demain échanger et vendre leur propre expérience et protéger la population. Ok, Achensou. Et lorsque Thibault dit qu'à un moment donné, les Africains, les peuples africains de ce continent-là devraient faire valoir leur intérêt particulier, hein, leur intérêt singulier par rapport à leur culture, parce qu'ils sont extrêmement riches, hein, à leur propre profit et non pas à leur dépens, hein, ça serait effectivement quelque chose de très fort à faire. Parce que justement, la manière d'arriver, soit de manière officielle, soit derrière une couverture, hein, une sorte de cheval de Troie par des groupes qu'on n'appelle pas des mercenaires, mais des groupes de sécurité et de défense, le résultat est toujours le même. Ce ne sont pas les intérêts pour protéger la population. C'est là le gros problème. Et les États des pays africains, des représentants donc des États africains, le savent très bien. C'est-à-dire qu'ils signent avec une sorte de connivence, parce qu'ils vont avoir effectivement une part donc de ce marché-là. Ils signent l'ouverture donc à ces groupes privés, hein, de répondre à une demande privée de manière contractuelle. Et donc la population est toujours lésée. Voilà, c'était le débat sur les mercenaires en Afrique. J'espère que tu as pris beaucoup d'informations. Laisse-nous tes avis en commentaire sous la vidéo. On se fera un plaisir de les lire et de débattre avec toi sur ce sujet. Pense à t'abonner à notre podcast si ce n'est pas déjà fait, Goûter Panafricain. Et aussi à regarder cette vidéo qui concerne Sékou Touré, le chef d'État de la Guinée qui a permis à la Guinée, à son pays, de devenir indépendant face à la France coloniale. Donc si ça t'intéresse, c'est la vidéo juste ici. Je t'invite à la regarder sur Sékou Touré. Et je te dis à la prochaine pour un nouveau contenu et reste bien connecté sur Goûter Panafricain.